Amis ennemis, bonsoir. L'arène est à vous, chères citoyennes et chers citoyens. Tribun, saison 2, épisode 8. Top générique. Bienvenue, comme chaque mercredi désormais, et oui ça glow up par ici, dans cette arène que vous commencez, je l'espère, à bien connaître. Actualité encore très chargée ce soir autour de la thématique de l'urgence écologique. Tenez-vous prêts dans le live à réagir, car ici nos invités du soir n'attendent que ça. Voici tout d'abord Capucine. Bonsoir Capucine. Bonsoir. Je te laisse te présenter comme le veut la coutume. Ok, du coup, donc je m'appelle Capucine, je suis en Master 1 d'écologie à l'EGPN et du coup je suis spécialiste plutôt dans la biodiversité et le climat. Le GPN qui est L'école de gestion et de protection de la nature. D'accord. Voilà. Capmille, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse aussi te présenter, je t'en prie. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Camille, je suis en master 1 droit fiscal à la Sorbonne et aujourd'hui je suis ici au nom des jeunes socialistes de Seine-et-Marne où j'occupe la fonction de secrétaire fédéral à la coordination militante et aux idées. Bien, merci Camille. Nos rendez-vous qui deviennent immuables dans cette émission, c'est après mon billet d'humeur, la revue d'actu et le Qu'est-ce Cookie. On devine l'actu une nouvelle fois ce soir. Attention, attention. La première de Sœur Flavien et de sa chronique En Bref, c'est le grand soir, cher Flavien, et c'est ce soir. Et puis Mélanie sera notre lumière. Elle nous présentera dans sa Minute du Sage la thématique du soir autour de la violence dans le combat écologique, avec cette question centrale. Face à l'urgence climatique, la violence est-elle un moyen pertinent de lutte, joute fructueuse sur le fond, nous l'espérons. Et en fin d'émission, vous voterez, chers viewers, pour le tribun de la semaine. Suspense, suspense. Petite virgule pour se mettre dans le bain, mon billet d'humeur. Humeur indignée ce soir. Indignation qui, je le crois, sera partagée par la grande majorité de celles et ceux qui nous regardent. Focus ai-je décidé de faire sur nos agricultrices et nos agriculteurs. Un hommage qui vient de tous les coins de France, jusqu'au plus profond de ce terroir tant méprisé, mais qui, arrêtons-nous quelques instants sur celui-ci, nous fait vivre. De par sa richesse, celle de nos terres, si diversifiées, grâce à un climat tantôt océanique, tantôt méditerranéen, grâce à des femmes et des hommes qui portent au cœur l'amour de leur travail, la passion d'une vocation, le goût du savoir bien cultivé. N'oublions jamais d'où nous venons. Nombre d'entre vous sont issus de cette histoire agricole, des grands-parents ou arrière-grands-parents de Normandie, du Limousin, du Nord, des Charentes, du Midi toulousain et azuréen. Nombre d'entre vous ont ces souvenirs chevillés au corps et à l'âme de ces journées de Toussaint, de Pâques, de vacances estivales à sentir l'odeur de la campagne, des marécages, des moissons d'été, à marcher dans la boue sans que ça nous gêne, pour paraphraser feu Michel Delpech. D'ailleurs, prenez le temps d'écouter cet artiste et vous comprendrez le fruit de ce que nous sommes. L'agriculture française est en danger. N'ayons pas peur des mots et n'ayons plus peur de regarder la réalité en face. Affrontons notre destin, car il en est plus que jamais question. Demain, plus d'agriculture et il en va de notre survie. Demain, plus d'agriculture et ce sont des souvenirs qui foutent le camp d'un brusque coup de vent. Demain, plus d'agriculture et c'est un combat essentiel et déterminant que nous aurons perdu. Perte qui conduira par ricochet à l'effondrement de maintes pans de notre société. Aujourd'hui, le combat continue. Et l'effarement du début de ce billet tient en un fait. Une décision, prise comme un pied de nez, au même moment où les agriculteurs se battent pour leur dignité et la nôtre. Cette décision, c'est celle des députés, des sénateurs, qui ont décidé d'augmenter leurs frais de mandat. 300 € pour les députés, 700 € pour les sénateurs. Alors, nous dit-on que ce n'est point une hausse de la rémunération des députés, mais une hausse des plafonds de frais, transport, hôtel, frais de réception. Quelle que soit la justification, elle ne peut être recevable dans ce contexte. Elle n'est pas digne de nos institutions.
Elle favorise même la faille qui s'accroît et dont le magnétisme ne fait que s'emballer de plus en plus entre ceux qui font la politique et ceux qui l'observent, d'où qu'ils soient. Alors, continuons à se serrer les coudes les uns les autres, à jeter des bouteilles dans la mer, à nous faire ici le relais de messages de détresse pour faire avancer des causes justes, pour tout simplement continuer à croire en l'humanité. Je referme ainsi ce billet d'humeur pour passer à notre revue d'actu. Comme chaque semaine, on fait le tour de l'actu ici, à l'échelle de la France d'abord, avec donc ce mouvement des agriculteurs, ce hashtag blocus de Paris qui fait frémir X chaque jour. Les principaux accès à Paris sont coupés depuis lundi 14h maintenant. D'autres tracteurs qui permettent donc de stopper la circulation continuent à l'heure actuelle de converger vers ces points névralgiques de blocage. Gabriel Attal, lors de son discours de politique générale hier, a apporté de nouvelles mesures en direction des agriculteurs, mais la plupart les jugent insuffisants et souhaitent donc poursuivre le mouvement en l'amplifiant davantage encore. Alors Camille et Capucine, tout d'abord, soutenez-vous le mouvement des agricultrices et des agriculteurs? Capucine. Alors, pour être honnête avec toi, Loïc, j'avais pas trop suivi les actualités D'accord. ces temps-ci, mais du coup, je me suis penchée pour l'émission. Et c'est vrai qu'en fait, on peut pas ne pas les soutenir dans cette cause-là, hein, parce que clairement, c'est vraiment un problème de fonctionnement de l'État que ça prouve, en fait, cette colère-là. Donc, ouais, on peut que être derrière eux pour cette revendication-là. Camille. Pareillement, moi aussi, je soutiens ce mouvement. Même au-delà de ça, les jeunes socialistes et le Parti socialiste soutiennent aussi surtout ce mouvement. Parce que quand on regarde, c'est tout ce qui est sur les épaules des agriculteurs et des agricultrices, la concurrence déloyale, et tout ce qui s'ensuit. On peut que être solidaire avec les agriculteurs et les agricultrices qui sont sur nos routes, et en particulier sur toutes les dérives ou toutes les actions contre eux. On a vu justement la mort d'une agricultrice à Ariège, et ça c'est déplorable. Donc oui, bien sûr, on les soutient. Ouais. On a pu entendre qu'il y avait eu une différence de traitement de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, entre ce mouvement, en tout cas certains ont fait cette remarque-là, entre ce mouvement vis-à-vis d'autres par le passé. Alors ainsi, dans les méthodes d'action vis-à-vis de ces derniers, pensez-vous qu'il y a une forme de complaisance de la part du gouvernement face à d'autres mouvements sociaux qui ont pu avoir lieu par le passé, notamment la réforme des retraites, par exemple, Camille? Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine complaisance dans le sens où quand on voit avec la réforme de la retraite, avec les manifestations contre les violences policières ou toutes sortes, ou même par rapport au climat, il y a l'envoi des CRS qui est systématique. Alors on voit que c'est un peu deux poids deux mesures. Pourquoi pas, ok, mais dans ce cas-là, il faut aussi l'appliquer à tout type de mouvement, à partir du moment où c'est non violent. Dans l'espèce, c'est non violent. Voilà, il faut dire les choses. Ouais, Gérald Darmanin et le gouvernement, ils sont un peu complaisants. Ouais. Capucine. Ouais, je vais rejoindre Camille sur cet avis-là, hein, clairement. Après, encore une fois, je n'ai pas assez suivi les actus pour suivre ça, mais oui. D'Artagnan, des premières réactions dans le live peut-être bon, très calme, début d'émission. Oui, pour le moment, ouais, c'est assez calme. C'est assez calme, c'est en début d'émission, voilà. N'hésitez pas à réagir, si vous avez un compte. Hein, voilà. Oui, exactement. Actualité maintenant, en lien avec le monde étudiant désormais, et les sages du Conseil constitutionnel qui ont décidé de censurer en grande partie la loi immigration. Parmi les points qui ont été supprimés et qui sont en lien avec le domaine universitaire, la caution retour, qui prévoyait le dépôt d'une somme d'argent par l'étudiant afin d'obtenir son titre de séjour. Une caution qui lui aurait été rendue à son départ ou s'il décrochait un contrat de travail et dont le montant restait encore à préciser. L'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers ainsi que l'obligation de prouver le caractère entre guillemets réel et sérieux des études sont des mesures qui ont également été censurées. Alors Camille Capucine, est-ce pour vous un soulagement que de voir les articles de la loi concernant notamment donc les étudiants étrangers et la caution retour supprimés? Camille. Alors à ce sujet, déjà le mal est fait, c'est-à-dire qu'on voit que le gouvernement est dans une forme de connivence avec les LR et le RN, où là il y a une résignation facile d'extrême droite. Moi, bien sûr, je suis soulagé, bien sûr, parce que nous, en tant qu'étudiants, on côtoie tous les jours des étudiants étrangers, et au regard de ce qui se dit ou ce qui aurait pu être dit, j'entendais d'ailleurs au moment des débats de la réforme de la retraite que
que j'entends Guy Philippe, le député RN, disait que les étudiants c'est un coût. Certes c'est un coût, mais c'est aussi un rapport à l'investissement pour la France. Parce que moi j'ai pris le chiffre, c'est que les étudiants étrangers coûtent 3 milliards 197 millions d'euros, mais ils rapportent 5 milliards 46 millions d'euros. Donc on voit que c'est clair que ça soit un jour, parce que de une, c'est avoir les esprits les plus vifs dans notre pays, et en plus c'est un coût, un rapport pour l'autre pays au niveau monétaire. Capucine? Ouais, non, c'est clairement un soulagement, hein, la suppression de ces articles-là. Après, la loi en soi est un problème, hein, parce qu'on va pas se mentir, la loi immigration actuelle, non, c'est très controversé et en fait, la France oublie qu'on a besoin en fait de cette démographie-là pour avancer, justement démographiquement, etc. Mais c'est clair que ça laisse prospérer une avancée, on va dire, sur ça, mais à voir. C'est pas suffisant pour moi, mais c'est déjà un bon début. Surtout que l'opinion publique est quand même était pour cette loi immigration en grande partie, en tout cas selon les sondages qu'on a pu distiller sur le terrain. La suite, mine de rien, s'annonce compliqué. Comment faire naître une autre opinion auprès de cette opinion publique, justement? Comment essayer de trouver des arguments? Quels arguments, toi, tu mettras en avant, justement, pour... peut-être c'est déjà les chiffres que tu nous as présentés, qui sont, mine de rien, pas assez présentés dans les médias, toujours sous un prisme particulier, et donc... Alors c'est ça, alors déjà ce chiffre j'ai oublié de le dire, mais il vient de l'INSEE, parce qu'il faut toujours citer ses sources. Très bien. Donc oui, comme tu l'as dit, c'est ça, c'est mieux informer le public, parce que c'est vrai que, alors c'était un sondage IFOP, il me semble, 56% des Français voulaient une réforme de l'immigration. On est tous d'accord, il faut que l'immigration soit régulée, encadrée. Après, c'est comment ça a été fait. C'est-à-dire que quand dans la loi, on a des pans entiers du programme de Jean-Marie Le Pen qui sont contre l'immigré, juste parce qu'ils sont immigrés, pas pour des raisons objectives, là oui, ça interroge. Donc en tout cas, la gauche n'a jamais été ambiguë à ce sujet-là, mais voilà, faut mieux le faire. Et comme on l'a dit, c'est informer, c'est de parler de tout ça, c'est-à-dire que sur par exemple les immigrations massives qui nous vendent ou le grand remplacement, je rappelle que c'est c'est Eurostat en 2020 qui le disait, c'est seulement 0,3% qui rentrent dans le pays pour une population immigrée. Et parmi ces 0,3%, 70% sont pas des immigrés, enfin des immigrations, on va dire africaines, etc. C'est immigration européenne. Ouais, c'est ce genre de chiffres-là, je pense que ça peut aider dans le débat. Bien sûr. Et donc affaire à suivre sur cette question-là. Troisième actu et dernière actu, le Case Cookie. On devine l'actu internationale cette semaine de nouveau avec un premier indice. Attention, c'est tout chaud, ne vous brûlez pas la langue, s'il vous plaît. Vous allez devoir donc deviner cette actu. C'est un pays. Premier indice, un pays. N'hésitez pas donc à proposer. Dans le live aussi, n'hésitez pas à réagir comme la semaine dernière. C'est un pays comme premier indice. Allez-y. C'est très vaste, un pays. Oui, ouais. Il y a 193 qui sont inscrits à l'ONU. Eh oui. Je sais pas. Un pays... non, je sais pas. On peut avoir un indice géographique, peut-être. L'indice géographique, la semaine dernière, on a parlé de l'Équateur. Donc, c'est pas l'Équateur, c'est un autre pays. Et pour l'instant, non, je reste avec un pays. Des propositions comme ça, n'hésitez pas à distiller. L'Italie? Non. Les États-Unis? Des États-Unis. Il était plus facile que la semaine dernière, je l'accorde. C'est les États-Unis. On va parler des États-Unis cette semaine avec la primaire républicaine, voilà, avec Donald Trump, donc grosse actu. On va suivre d'ailleurs la semaine dernière, j'avais déjà fait un petit point là-dessus, mais toute cette année, on va suivre avec attention ici à Tribun cette campagne présidentielle américaine qui, comme les dernières, s'annonce totalement folle. C'est assez subjugant de voir ça avec le prisme français. Les primaires républicaines ont donc commencé avec les premiers caucus républicains et Donald Trump qui rafle État par État, c'est assez impressionnant, même s'il a désormais qu'une seule adversaire en face de lui, qui réalise plutôt des bons scores en soi, c'est pas mal, mais ça ne devrait pas suffire et Donald Trump devrait obtenir, sauf énorme surprise, l'investiture. Ça vous fait quoi de revoir ce Donald Trump qu'on pensait mort après la présidentielle américaine de 2020 et qui, comme ça, renaît de ses cendres? Moi, tout d'abord, moi, je vois un peu un danger pour la démocratie. Ouais. Il faut rappeler qu'il est poursuivi pour 14 chefs d'accusation, dont rébellion, complotisme, entre guillemets, parce que il disait que les résultats étaient volés. Moi, je rappelle que c'est
quand quelqu'un fait ça, c'est les premières marques d'un système totalitaire ou d'une dictature. C'est ce qu'a commencé à faire Hitler ou Staline. Je ne vais pas mettre le parallèle entre Donald Trump et eux, mais on n'est pas loin, quoi. Et donc moi, c'est plutôt un danger parce que, en plus, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il avait dit, mais dans ses déclarations, il n'allait pas de main morte, quoi, sur ce qu'il allait faire une fois qu'il allait revenir au pouvoir. Capucine. Pour moi, c'est vraiment un retour en arrière, concrètement, et j'ai peur pour le peuple américain, mais même en fait pour le monde entier, vu comment les États-Unis ont un impact sur la géopolitique actuelle. Après, oui, même écologiquement, en fait, ça me fait peur, parce que clairement, on se souvient que Donald Trump s'était retiré des accords de Paris, donc on suppose qu'il va encore faire la même chose, donc bon. C'est pas très positif. Au niveau, sur le plan du Parti socialiste, j'entends, du parti politique, comment est-ce qu'il y a des actions prévues? Est-ce que, en lien avec un soutien au Parti démocrate, on sait qu'il y a des caucus démocrates en France, comment le Parti socialiste peut s'inscrire dans cette campagne-là avec des... Alors à ce sujet-là, certes, on a une certaine vision de la politique ou des choses qui est souvent aux antipodes de ce que Donald Trump dit ou prévoit. Après, il y a quand même aussi un grand principe qu'il faut respecter tout à chacun, c'est que c'est la légitimité du peuple américain. C'est à eux de voter. Donc après, non, on peut pas leur dire avec un pistolet sur la tempe, voter pour telle ou telle personne. C'est clair. Après, voilà, c'est quelque chose d'assez axiomatique. Quand on regarde nos idées et ce qu'on prône, la social-démocratie et la social-écologie, et Donald Trump, on sait qu'on serait pas très heureux quoi, s'il est élu. C'est clair. Voilà. Donc affaire à suivre dans Tribun et des virgules comme ça de temps à autre sur cette présidentielle américaine qui sera très intéressante à suivre. Nous allons pouvoir passer à la chronique de Flavien. Alors, bonjour à tous. Bonjour Camille, bonjour Capucine, bonjour Loïc. Merci de m'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau. C'est ma grande première là pour ce petit en bref, mais j'avais déjà le même format il y a un mois de cela ou avant. Non, c'était l'année dernière, je pense déjà. En 2023, oui, au mois de décembre. À dater. Dernière. Alors oui, merci pour vos encouragements parce que vous avez été très nombreux à avoir sollicité votre admiration et voilà votre engouement face à cette petite chronique, notamment mon père et ma mère. Qu'on salue. Qu'on salue. Bonjour maman, bonjour papa. Et on continue donc aujourd'hui avec une dizaine de questions, notamment sur la politique, sur notre gouvernement. Je l'ai porté sur le gouvernement aujourd'hui. Et on aura aussi à la fin des voix que vous essaierez de reconnaître, de personnalités publiques. Okay. Voilà, alors celui qui donne la première réponse gagne le point et à la fin, il y aura un petit vainqueur. Et évidemment, les téléspectateurs, vous pouvez aussi jouer. Théo en régie s'occupera de regarder qui a eu le premier, le ou la première à avoir la réponse. Et ensuite, il pourra se vanter d'être le spectateur d'or. Voilà, un titre honorifique. Alors, première set de questions. Selon vous, combien de ministères ont vu leurs représentants remplacés depuis la dernière réforme du gouvernement avec notre nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, sans compter ce dernier? Combien et lesquels? Combien ont été supprimés? Ouais, combien? Déjà de combien? Ont été supprimés ou ont été remplacés? Alors, on a vu un nouveau ministre. Et combien de ministres sont partis, quoi? Entre autres. Déjà une petite dizaine, je dirais. Alors, on parle bien des ministres. D'accord, ok. Pas les secrétaires, pas les délégués. 4 ou 5, je crois. 4 ou 5 ouais. 4 ou 5 C'est l'un ou l'autre, du coup. Ouais. Ouais, 5. 5 je dirais 4 pour le jeu du coup. C'était 4. Voilà, dommage. Oh, mais Mazette. Voilà. Donc tu peux essayer de les Oh là, franchement. Non, trop compliqué. Alors on avait le ministre du Travail, le ministère plutôt, de la Santé et des Solidarités par Catherine Vautrin, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse par Amélie Oudéa-Castéra, ministère de la Culture par notre impassible Rachida Dati. Et ensuite, pour finir, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères par notre méritant Stéphane Séjourné. Deuxième question. Combien comptons-nous de ministres en France, sans compter les ministres délégués? Je crois que je l'ai. C'est les 15. 15? Franchement, je vais le suivre parce que j'ai aucune idée. C'était 16. Alors peut-être que mes chiffres... T'aurais pu te démarquer, dis donc. Mais en tout cas, tu n'étais pas loin, donc on va quand même t'attribuer le point. Et prends confiance en toi. Non mais c'est vrai, je veux dire. Troisième question. Au moins, t'as une bonne réponse. C'est déjà ça. Déjà ça. Combien comptons-nous de ministres en France, tout confondu, donc en comptant les délégués? Donc c'est plus de 16 pour moi. Ouais.
21. 21 pour Camille. Moi, je vais dire 23. Voilà, c'est bien, tu te Eh ben démarques. alors, si on fait la règle de celui qui est le plus proche, c'est Capucine qui gagne parce que Ah, c'est allez. 41. Oh, Donc c'est beaucoup plus. On Eh était oui. très loin, Mais effectivement. voilà, donc même moi j'étais étonné de ce chiffre. C'est pour ça que j'avais eu l'idée de présenter cette question. La 4e question. Combien le président de la République Emmanuel Macron a-t-il accepté de lettres de démission de la part d'un ministre depuis 2017? Beaucoup. Beaucoup. Mais alors combien à peu Beaucoup. près? Alors, évidemment, je pense pas que vous avez le nombre exact, mais le jeu est de savoir qui aura la meilleure intuition. Ah, j'ai une dizaine. Une dizaine? Ouais, Moi, je dirais plus une quinzaine. Quinzaine, Loïc? Tu joues avec nous aussi? Bah oui. Ah bon? Bah oui. Ah, mais moi je me faisais tout timide, tout penaud là. Bah oui, je vois ça. Qu'est-ce que. Écoute, 13. 13, Ouais. 10, Il y a 14 dans le chat. 14 dans le chat. Verdict. Verdict. Ah, c'est- 14. 14, bien joué donc à notre Oh. téléspectateur qui a Bien trouvé joué la à notre réponse. téléspectateur qui a regardé Wikipédia, on l'applaudit très fort. Bravo, bravo. Quelle Donc, rapidité. Mathéo, j'espère que tu as noté bien son nom. Oui, il s'appelle Matt. Matt. Bah bien joué Matt. Alors, 5e question. Actualité, comment se nomme l'agricultrice qui a malheureusement été tuée pendant les dernières manifestations? Ah, ben, du coup, tu l'as évoqué ouais, tout à mais l'heure. le nom. Moi je l'ai, moi j'ai le prénom. Mais. Merci Gabriel. Ah non, je sèche. C'était Alexandra Alexandra. Sonac, elle avait 35 ans, elle était mère de famille et éleveuse. Et on adresse une nouvelle pensée Voilà. chaleureuse évidemment Évidemment, oui. et émue à sa famille. On avait déjà fait ce rappel-là la semaine dernière. On va passer donc maintenant à la séquence des voix. Théo, je te laisse lancer la première voix. Le premier qui Ah, bouge, ça va être dur. hein. Alors, j'ai pris des 5. Ok. Et alors on a transformé mes propos en voulant me faire passer pour un débile. Je m'en fiche complètement et je vais vous dire, ce que m'écrit Le Monde ou Libération, plus ils écriront de méchanceté sur moi, mieux ce sera pour moi. Les Français ne les supportent plus et je les emmerde. Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Bravo. Dupont-Aignan. Bravo, un point pour Camille, bien joué. Mais oui, on fera celui qui y balance directement la réponse, comme ça ce sera plus simple. Deuxième voix, notre cher Théo. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois. C'est Elisabeth Et à II. Elisabeth II, bien joué. Troisième voix. J'ai besoin de votre aide, d'urgence. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursement de l'État qui nous escomptent. Pécresse, oui. Et je salue très amicalement notre cher Benjamin qui nous regarde certainement ce soir d'ailleurs et voilà, je lui adresse une pensée parce qu'il est chez les Républicains. Donc, Ah oui, d'accord. voilà. Quatrième voix, il me semble. L'idée est de dire qu'on peut porter ce que l'on veut en Europe. Et ben moi, je trouve que c'est un beau message. Après, je suis d'accord C'est pour Rousseau. dire que les trois C'est grandes notre chère religions Sandrine, ont Sandrine Rousseau. Cinquième voix. Et la dernière. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron. Tu l'as pas? And, Franchement, je suis nulle en really a nice. plus ouais, politique, dommage, je mais- crois. Emmanuel, Bah, c'est Trump. how are you? C'est So Trump. fine. Ah ouais. I said, I heard you're gonna Et on en a charge parlé en it. plus C'est tout à vrai, l'heure. j'ai Mais dit oui, que- en plus alors Désolée, son je l'écoute, crayon. j'étais très en français, écoutez. Bon bah Camille rafle tous les points et je crois qu'il en reste une dernière. Oh bah moi sur ce qui se passe en Israël et en Palestine, c'est dramatique. Une attaque terroriste sur un État souverain. Je serais... Oh bah moi sur ce qui se passe Il faut le connaître, en hein. Israël et en Palestine, C'est c'est pas Voilà, facile. là, c'est mort pour moi alors. dramatique. Une attaque terroriste sur un Il État est souverain. président d'une association. Dominique Sopo. Non, je sais pas. Louis, qu'est-ce que tu as la réponse? J'aurais dit pareil. Attends, quelqu'un a J'ai- proposé quelque chose. Dans le chat, on propose Gabriel. Gabriel? Mais Gabriel. Mais lequel? Attal. Non, alors Louis, dis-nous. Gabriel. Eh oui, Gabriel, oui, c'était la petite. ouais, la petite. boutade, voilà, bon. Bon, bah je pense qu'on peut décerner voilà, la victoire à notre cher Camille. Bravo. C'est bien mérité, vraiment. Bien joué. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la même édition. À bientôt. Cher Flavien, merci. Merci. C'était succulent. Hein. Reviens nous voir dès la semaine prochaine, cher ami, pour égayer encore davantage nos papilles. Voilà. Passage de relais, tiens, entre les deux futurs ténors de la chronique, puisque nous accueillons Mélanie.
Sous vos applaudissements également, il n'y a pas de raison. Mélanie, bonsoir. Tu vas donc nous parler ce soir de la violence dans le combat écologique, je t'en prie. Alors, le recours à la violence fait de plus en plus parler de lui, notamment dans le combat écologique. Le dernier exemple en date est celui du 28 janvier, avec le saccage du célèbre tableau de Léonard de Vinci à la soupe. Donc, pour faire un court résumé, un collectif donc, Riposte Alimentaire a jeté de la soupe sur la Joconde. Bien sûr, elle n'a rien. Elle est protégée par des vitres. L'objectif étant de dénoncer un système agricole malade. Donc, l'utilisation de méthodes de contestation non conventionnelles ne date pas d'aujourd'hui, puisque dans les années 70, un mouvement anti-nucléaire surnommé Nuit Bleue avait multiplié des attaques à l'explosif contre des bâtiments du secteur nucléaire. En 1999, c'est le démontage du McDonald's de Milo par José Bové et d'autres agriculteurs qui a fait parler de lui. Le mouvement climat qui est apparu dans les années 2010 a donné lieu à de nombreux collectifs s'appuyant sur la désobéissance civile ou les manifestations, par exemple. Ces collectifs peuvent être citoyens, comme Extinction Rébellion, ou alors professionnels, comme Scientifiques en Rébellion. Ces militants écologistes font recours à des méthodes de contestation telles que la dégradation des biens, le sabotage, les occupations de lieux, la manifestation ou bien la désobéissance civile. L'usage de ces méthodes répondrait à l'inaction de l'État face à l'urgence climatique et les conséquences catastrophiques. Leur but est de stopper une catastrophe mondiale en luttant contre des projets de bétonisation ou de construction inutiles, voire néfastes pour la biodiversité, la malbouffe et l'agro-industrie. Ce système de violence légitime, au nom de l'écologie, répond à une urgence climatique. Alors, l'urgence climatique, en quelques données, c'est le Groenland qui perd près de 30 millions de tonnes par heure. Le 2 août 2023 est la date du jour du dépassement de la Terre. C'est en résumé un indicateur environnemental qui correspond à l'épuisement des ressources naturelles produites par la Terre en un an. Ce jour marque le déséquilibre entre notre demande en ressources naturelles et la capacité de la planète à les renouveler. Le GIEC rapporte aussi un renforcement de phénomènes extrêmes tels que les canicules, les précipitations intenses, les sécheresses, comme c'est le cas dans les Pyrénées orientales, ou bien les cyclones tropicaux. En outre, l'ONU estime que le rythme et les mesures prises sont insuffisants pour lutter contre le changement climatique. Voilà. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Place maintenant à la joute. Une question générale qui va nous guider tout au long de ce débat. Face à l'urgence climatique, la violence est-elle un moyen pertinent de lutte ? Pour ce faire, je vous propose tout d'abord, j'en perds les mots, de regarder cette vidéo. Elle date du week-end dernier au Louvre. Est-ce que D'Artagnan, nous avons la vidéo ? Tu l'as pas ? C'est pas grave, on la reverra plus tard, pas de souci. Vous la connaissez, hein ? Tout le monde l'a vu, je pense. Tout le monde l'a vu de toute façon, évidemment. Mélanie nous en a parlé durant sa chronique. Qu'est-ce que vous inspire donc le fait de voir la Joconde aspergée de soupe comme ça par des militants écologistes, Capucine ? Alors, pour moi, s'attaquer à la culture, c'est pas forcément la meilleure décision et la meilleure façon d'être médiatisé, bien sûr. Après, est-ce que s'attaquer à un des symboles, c'est pas justement le mieux à faire pour être vu et entendu? Parce qu'on ne peut pas en vouloir à ces militants écologistes-là qui ont juste l'impression de crier dans le vide. Et que, enfin voilà. Donc forcément, après, ça va crisper de nombreuses personnes qui sont sensibles à l'art, etc. Mais pour moi, non, c'est pas la meilleure façon d'être entendu, mais c'est l'une d'elles et le monde est comme il est. Camille, une réaction par rapport à cette vidéo Moi, je trouve que c'est dommage parce que
Le problème, c'est qu'après, il y a le risque que cette cause, ça se retourne contre eux, enfin que ça se retourne contre eux et contre leur cause. Et donc le fait de faire ça, c'est vrai que s'attaquer à la Joconde, enfin on l'a vu un peu dans la vidéo, peut-être qu'elle passera. Les premières réactions, c'était... Tu l'as ? Bah, on finit le propos de Camille et puis on voit la vidéo. Merci D'Artagnan. On verra dans la vidéo. Bah, c'est que les premières réactions ont été négatives et hostiles face à ces actions. Et donc c'est ça qu'on voit, c'est que surtout quand on s'attaque à la Joconde, la fille de la France, c'est un peu dommage quoi. D'Artagnan, Magnéto. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art, le droit et l'alimentation saine et durable. Merci messieurs dames, restez pas là, merci beaucoup. C'était court mais court mais intense. Ouais. Non mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ça peut porter il y a une forme en tout cas dans l'opinion publique quand la population, toute lambda, regarde ces images, elle est choquée quoi, c'est la première réaction. Et la première impression étant la bonne, très souvent, selon les perspectives que l'on peut avoir, ça peut dénaturer le message. Ça peut vraiment Et c'est ça qui est dommage, finalement. On a reçu d'ailleurs des réactions. On avait posté en sondage cette vidéo. Et on a demandé des réactions donc, à nos auditrices et nos auditeurs. Et ils nous ont répondu que oui, c'était... attaquez-vous plutôt à des symboliques plus politiques, je ne sais pas, à des bâtiments, etc. C'est pas la meilleure solution. Moi, la violence, de quelque forme qu'elle soit, je ne la prône point. Mais voilà, en fait, c'est selon je trouve ça très dommage. Voilà, c'est ça qui ressort. Ça dénature le message, qui est un message de fond qui peut être légitime. Et ce soir, ici à Triban, on va essayer justement d'en parler et de porter un message légitime à travers ce débat de fond. Et j'espère que je fais entièrement confiance là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est à travers des actions comme les nôtres qu'on peut faire avancer le débat. Première question, un petit peu introductive pour ce soir. La violence est-elle donc justifiable dans le contexte de la lutte contre l'urgence climatique ? Camille, je t'en prie. Je pense un peu comme toi, c'est dans le sens où je vois pas comment on peut associer la violence à une cause qu'on souhaite défendre, qui est la justice. C'est-à-dire que la justice se place justement aux antipodes de la violence. C'est-à-dire que la justice, je parle de la justice climatique et écologique, elle peut pas être accompagnée de la violence, dans le sens où, comme on l'a vu, comme on l'a évoqué là, juste antérieurement, ça dénature le message, et après ça aussi un peu hystérise le débat, ça fausse le débat également, dans le sens où quand après on parle d'écologie, quand on parle de causes climatiques, on ramène directement à des actions, à des blocages d'autoroutes, à tout ça. Et donc, n'importe quelle cause qu'elle soit, elle ne peut pas être justifiée par la violence, notamment sur tout ce qui est justice sociale, démocratique ou écologique. Capucine. Alors, dans un premier temps, je vais rejoindre tes arguments, Camille, clairement. Pour moi, la violence, ça fait que polariser les opinions, en attisant la haine envers les écologistes, en l'occurrence. Et en fait, pour moi, la population va juste chercher à être en contradiction avec ces valeurs écologiques-là qui se disent violentes, etc., et qui sont violentes dans leur action. Après, pour moi aussi, c'est pas avec la violence qu'on convainc. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'en fait, l'écologie, c'est aussi et surtout une lutte commune. Et que, en fait, il faut plus chercher de l'unité plutôt que de la rivalité, en fait. Et dans la violence, justement, ça n'attise pas que du positif. Après, je vais essayer un peu de nuancer mon propos, dans le sens où, il faut dire que la violence, c'est quand même une réaction d'opposition face à un ordre en place. Et c'est surtout ce qui est utilisé en dernier recours. Et là, clairement, dans ce contexte d'urgence écologique, la violence, elle advient que lorsque toutes les tentatives de contestation démocratique sont épuisées, et que du coup c'est le dernier recours en fait, et la dernière solution en fait, selon ces militants-là. Et c'est aussi, et ça reste une façon de médiatiser la cause. Après, que la médiatisation soit positive ou négative, c'est un autre débat. Je pense qu'elle est plutôt négative, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, et on arrive aussi à un stade où,
Bon, au pire, je garderai mon argument pour plus tard, je pense. Oh, le débat est loin d'être terminé. Justement, donc je garde mes cartouches. Une réaction, Camille, à ce que vient de dire Capucine Alors, j'aime bien l'analyse du fait d'avoir épuisé tous les outils démocratiques. Mais on a des outils démocratiques qui ont été utilisés, mais qui, au regard de ce qu'on a été fait, n'ont pas été épuisés. C'est-à-dire qu'il y a l'outil juridique et judiciaire. C'est-à-dire qu'on peut citer l'affaire du siècle, par exemple. Mais il y a aussi une décision qui est pas mal importante du Conseil d'État en 2020, commune de Grande-Synthe, où dans cette décision, le Conseil d'État avait... il y avait un recours d'un maire sur l'impact écologique, climatique qu'il y a eu sur sa ville, etc. Je ne vais pas rentrer en détail des faits, mais le Conseil d'État a passé en revue les rapports du GIEC, a passé en revue les traités qui sont en rapport avec la condition climatique, écologique. Et c'est la première fois que le Conseil d'État et les juges regardent des rapports du GIEC. Et donc on voit, et d'ailleurs le gouvernement a été condamné pour ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une injonction contre le gouvernement, pas contre le Parlement, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, mais contre le Parlement, et contre le gouvernement, pardon. Et on voit que là, il y a quand même un pouvoir d'injonction envers le gouvernement. Et donc on voit que la voie juridique et judiciaire, bon, il n'y a pas eu une révolution, en effet, mais ça avance, peut-être doucement, en tout cas ça avance. Et donc on voit que, en tout cas, ça peut, il y a d'autres voies et que ça peut avancer par d'autres voies, et pas forcément la violence. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Non, c'est vrai, je rejoins ton propos. Hein. Pour moi, dans tous les cas, la violence n'est pas l'objectif premier. Après, là, en fait, on se rend compte que toutes les autres pistes d'action, elles sont épuisées pour moi, hein, parce que clairement, le côté législatif, il fait pas avancer les choses, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. On se rend compte que, malgré toutes les lois qui sont faites à l'échelle européenne et les réglementations françaises, etc., au final, il n'y a rien qui change. Et on constate même, comme tu l'as dit, que l'État français lui-même ne respecte pas ces lois. Par exemple, dans la Charte de l'environnement, alors certes, c'est un document qui date de 2004, qui est assez ancien, mais tu vois, ils évoquaient le fait que... Attendez, je vais essayer de lire ma fiche. Qu'afin d'assurer le développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Bon, on se rend compte aujourd'hui que cette charte-là, elle n'est pas respectée par l'État français, hein, donc après... quelle arme on a d'autre, en fait, à part la violence ? Après, c'est une autre question, mais... Vaste question. L'arme que je pourrais dire, simplement, il y en a deux qu'on a tous à disposition. C'est probablement aller voter. C'est-à-dire que si on parle d'armes démocratiques, et on parle d'Europe, on voit justement l'Europe au niveau climatique, écologique ou énergétique, c'est un vaste champ. C'est le 9 juin, il faut aller voter. Parce qu'on parle justement au Parlement, en commission. Là, c'est un peu le côté politique qui rentre, mais aujourd'hui, la commission, c'est la droite qui y est. Et la droite, on sait qu'elle n'a pas un regard favorable à l'écologie ou à l'environnement. Donc, il faut aller voter. Et je le redis et je le répète. Il faut vraiment voter, même si les élections européennes, on pense que c'est pas quelque chose de cardinal dans notre pays. Ça a un grand impact en France et sur même notre législation française. Et ensuite, c'est de s'engager. Au niveau politique, pourquoi pas, mais aussi au niveau associatif, à travers des mouvements, à travers d'alerter. On peut aussi faire du lobbying auprès des parlementaires. Il y a plein d'associations, pas besoin d'un lobby pharmaceutique, ça. Il peut y avoir des lobbies positifs pour l'environnement. Donc dans des associations, rencontrer des parlementaires, pour aussi les sensibiliser eux, parce que c'est eux qui font tout. Rencontrer pourquoi pas aussi les conseillers ministériels, c'est possible. Ouais. Je l'ai vu durant mes études supérieures que je poursuis encore aujourd'hui. Je fais partie du groupe socialiste universitaire. Le groupe socialiste universitaire, ils ont déjà fait du lobbying de manière positive pour encourager des parlementaires à agir positivement sur des sujets. C'est vrai que le lobbying positif, c'est hyper intéressant. Je n'ai pas trop de connaissances sur le sujet, donc je ne pourrais pas trop argumenter. Mais par contre, au niveau de l'Europe, oui, c'est clair que... on oublie que l'Europe est un immense terrain de jeu hyper intéressant et hyper important, surtout au niveau législatif, en fait. Parce que surtout toutes les réglementations du Code de l'environnement, etc., elles sont d'abord régies par des déclarations européennes, hein, qui sont après adaptées dans la loi... française, en fait, c'est vraiment une adaptation de la loi européenne. Donc, en fait, tout se passe à l'échelle de l'Europe. Donc, il faut vraiment aller voter, c'est très important. Un premier tour dans le chat, cher D'Artagnan. Ouais.
Ah, je suis prêt là, je suis chaud. Ouais, on a un commentaire qui dit « Forcé de constater que la soupe sur les vitres dans les tableaux, ça donne de la visibilité. C'est intelligent comme méthode. » Voilà, si vous voulez réagir à ça, tout d'abord. Intelligent, je suis... Ouais, si on part du principe que une pub, même si elle est mauvaise, ça reste une pub, oui. Mais, moi, avant de venir, justement, j'ai discuté un peu de l'actualité à ce sujet avec des amis qui sont d'autres partis que moi, ou qui ont même des opinions différentes. Ils étaient quand même tous unanimes, dans le sens où, oui, on en parle, mais du coup, on en parle de manière un peu péjorative. Dans le sens où, ouais, ok, c'est bien l'écologie, la cause climatique, on est tous d'accord là-dessus en tout cas. Là, le sujet, c'est comment agir. Et sur cette manière d'agir, ça fait débat, c'est très controversé. Et puis, c'est pas. Je pense pas que ce soit la meilleure des façons, la meilleure des pubs en tout cas. Ouais, intéressant, oui ou non, hein, je rejoins ton propos. Un bad buzz, est-ce que ça reste un buzz intéressant ? Je ne sais pas, mais. Oui. Non, mais c'est vrai que nous, d'ailleurs, ici à Tribun, on ne peut que prôner la non-violence, je le disais tout à l'heure, mais selon vous, les actions non violentes peuvent-elles être aussi efficaces que des méthodes plus radicales pour susciter des changements concrets, mais vraiment des changements qui bouleversent une société ? Et si oui, quels exemples d'actions non violentes ont eu un impact significatif sur la sensibilisation aux enjeux climatiques ? Capucine, si tu souhaites commencer, ou Camille, peut-être, je ne sais pas. Camille, hop, okay. Capucine. Alors, moi, pour un exemple d'action non violente, j'avais un truc qui datait un peu et qui n'est pas forcément lié directement au climat, mais plutôt à la biodiversité, vu que c'est plus mon terrain d'action. Et du coup, je voulais évoquer l'exemple du livre de Rachel Carlson, qui s'appelle Le Printemps silencieux, qui a été donc publié en 1962. Donc c'est l'un des premiers écrits qui concerne l'écologie et l'environnement comme un domaine spécifique. Et en fait, dans ce livre-là, cette femme met l'accent sur un pesticide qui est hyper controversé à l'époque et très nouveau, mais très très utilisé aux États-Unis, qui s'appelait le DDT. Donc c'est vraiment... à ce moment-là, on n'avait pas vraiment d'idée de l'impact de l'environnement, de ce pesticide sur l'environnement. Mais en fait, on en retrouve encore aujourd'hui des traces, donc c'est hyper problématique. Et dans ce livre-là, cette femme explique donc les impacts. Et en fait, il y a eu un soulèvement de la population en fait, après la lecture de ce livre-là qui a fait changer les lois réglementairement. Donc ça montre vraiment que l'apport de connaissances peut vraiment s'avérer être un levier d'action hyper pertinent pour des causes écologiques, surtout pour des causes communes comme ça qui nous touchent tous, parce que finalement on touche à notre santé aussi, donc voilà. C'est un véritable enjeu de société, bien sûr. Camille. Alors moi c'est un exemple, mais qui n'a pas forcément de rapport avec l'écologie ou le climat. Moi c'était par rapport à la quête d'indépendance de l'Algérie, où on avait une marche de 300 Algériens avant qu'on appelait indigènes, parce qu'ils n'avaient pas un statut de citoyen, et qui a fait une marche. C'était le 17 octobre 62. Et donc, à travers cette marche qui était totalement pacifique, il y a eu à l'issue d'une violence énorme du préfet de police Maurice Papon. Et à l'issue de ça, on voyait qu'il y avait la pression internationale, notamment des États-Unis ou de l'ONU, qui a fait totalement tomber le gouvernement français et de Gaulle, et qui a fait flancher, et qui du coup après l'Algérie a eu son indépendance. Et moi à travers ça je vois que il y a eu avec une marche pacifique où on voit que finalement les agresseurs ou ceux qui sont hostiles ou ceux qui sont violents, c'est pas la cause en elle-même, c'est ceux qui sont contre elle justement. Et on a vu que il y a eu un changement et qu'il y a eu aussi une aide extérieure. Donc je parlais de pression américaine et onusienne. Ça peut aussi se mettre en forme à travers ce sujet-là, climatique, écologique. Et puis sur quelque chose d'un peu en rapport à l'écologie ou au climat, moi je me rappelle un peu de ce qu'avait fait Greta Thunberg, où elle avait voyagé sans utiliser l'avion, etc. Elle avait mis un peu en exergue une sensibilisation aux enjeux climatiques, et je pense que c'est à peu près à ce moment-là où même la jeunesse, de manière générale, s'est beaucoup plus sensibilisée au sujet climatique et écologique. Je parle aussi pour mon cas, et je trouvais ça intéressant parce que sans violence, sans rien, juste elle a montré que d'autres voies étaient possibles au niveau écologique et climatique, et donc ça permet de sensibiliser. Après, est-ce qu'il y a un changement radical ? Ça faudrait voir en profondeur, mais en tout cas ça a sensibilisé.
Et est-ce que tu penses que toi, ces mouvements-là, qu'a initié Greta Thunberg par exemple, est-ce que tu penses que ça peut s'inscrire dans la durée? Parce que finalement, on pourrait penser que ce sont des effets de mode. Quand je dis ça, c'est que sur le court terme, médiatiquement, on va beaucoup en parler. Et aujourd'hui, regarde Greta Thunberg. Est-ce que tu penses que encore beaucoup dans les consciences, c'est devenu un symbole de l'écologie. Oui, mais d'une génération, on va dire, de la jeunesse. La prochaine génération, c'est-à-dire la dizaine qui va suivre. Est-ce que tu penses qu'elle va être dans pour cette... moi, il faudra l'éduquer. En fait, tout passe par l'apport de connaissances et l'éducation à cette jeunesse-là, qui justement va être encore plus en fait sur le devant de la scène de cette lutte écologique-là, hein, parce que c'est clairement eux qui vont prendre dans la tête les conséquences. Donc pour moi, par un symbole comme Greta Thunberg, par une... Mais déjà oui, par un symbole, mais en plus par vraiment, je sais pas, de l'apport de connaissances vraiment. Enfin après, pour moi, c'est vraiment un sujet en lien avec le temps. Donc dans tous les cas, les consciences, elles vont augmenter par rapport à ça et voilà, et j'avais quelque chose à dire par rapport à ce que tu as dit, mais j'ai perdu mes notes, donc je te laisse la parole. Mais comment dans une société comme ça, où le buzz, entre guillemets, fait foi, c'est-à-dire où on est dans l'actu chaude en temps réel à chaque fois, où finalement on est à la recherche de la petite phrase, et c'est ça qui intéresse finalement, on a beau dire, etc. Ce qui intéresse, c'est ces petites phrases-là, c'est le clash, le buzz. Comment on sensibilise, comment on arrive à faire porter des messages louables sur le fond et sur la forme aux jeunes générations qui finalement baignent dans un univers médiatique où ils sont à la recherche d'autres sensations finalement. Comment on arrive à débloquer cette clé-là, quoi? Je pense que déjà ça commence par ce qu'on fait actuellement là. Bien sûr. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est tous à moins de 30 ans, même 25 ans à peu près peut-être. Là on s'informe mutuellement. Même là avec les personnes qui sont en live sur Twitch ou qui reverront la rediffusion ou qui sur vos réseaux sociaux regarderont ça, que je partagerai, que Capucine partagera. Voilà, c'est tout ça je pense. Ça commence à petite échelle et après ça se diffuse. Et voilà, là je fais ce débat-là. Comme je vous ai dit avant de venir, j'ai parlé de ça aussi avec des proches. C'est aussi ça. C'est la discussion qu'on a en amont, qu'on a pendant et après. Donc quoi, pour moi c'est quelque chose d'assez local. Ou autour de nous, avec nos proches, et après ça se diffuse. Après, si tu parles au niveau des symboles, c'est clair que sur une plus grande diffusion, même si on parle au niveau politique, la politique elle est faite de symboles, un peu. Donc, dans le sens où il faut trouver un symbole positif pour faire avancer les consciences sur l'écologie et le climat, mais encore faut-il trouver ce symbole. Et oui, j'ai retrouvé mon argument, parce que en fait, je voulais me faire un peu l'avocat du diable pour toi, Camille, et je voulais te demander, en fait, si... parce que par exemple, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, etc., est-ce que ça aurait eu autant d'impact s'il n'y avait pas eu la violence, justement, dans ça? Parce que des fois, la violence, c'est aussi un instrument qui est utilisé pour, justement, être médiatisé, etc., comme on le dit. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui recherche à tout prix le bad buzz, etc. À un moment, est-ce qu'il ne faut pas faire aussi avec son temps et essayer d'attiser ça, quoi? Sur ça, je reste toujours pas d'accord. Pourquoi? Parce que... si certains et certaines sont dans une... je dirais pas que vous prenez la violence ou que tu prends la violence, mais la violence comme option. Moi je suis plutôt du côté de la démocratie et de la civilisation finalement. C'est-à-dire, si on est dans une démocratie, le but du jeu c'est qu'il n'y ait pas de violence. C'est le but même d'une société où on discute, où il y a un dialogue, etc. On délibère. Après, si on a la violence comme option, dans ce cas-là, chaque mouvement ou chaque cause peuvent être violentes. Et du coup, la violence est justifiée. Si on parle contre sur les manifestations pour les violences policières, contre les violences policières, pardon, quand il y a un policier qui est mort, on va pas dire « Ah oui, il est mort, bon, ok ». Mais en tout cas, on a mis en exergue ce sujet-là. Non, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Si on parle de... Je sais pas... il y a plein d'autres sujets, quoi, mais... pour moi, la violence, c'est jamais une option. Oui, non. Et c'est vrai qu'on en a parlé parce qu'il y a eu la violence ou parce que, voilà... Mais je pense que c'est un concours de circonstances qui fait que. Sinon, je pense pas qu'il voulait aussi la violence. Non, mais c'est vrai. Mais après, je reviens sur le cas de Sainte-Soline, mais aussi de toutes les zones à défendre, etc., comme Notre-Dame-des-Landes. Mais en fait, c'est aussi des sujets où parfois la violence, elle vient de l'autre camp. Oui, et dans ce cas-là, en fait, comment faire pour répondre de manière pacifiste à justement un autre camp qui est violent quant à lui? C'est compliqué aussi. Après, pour répondre à ça,
c'est une question importante, mais moi je pense que ça se fait par la détermination de la cause. Si vraiment voilà, on défend cette cause-là, écologique, climatique, je sais pas, n'importe quelle cause, le but c'est d'y aller jusqu'au bout, et justement quand il y a une forme de violence contre ceux qui sont contre cette cause-là, bah, je pense qu'on est sur le terrain de la victoire. Parce qu'il n'y a plus de réponse constructive déjà en tout cas. Tu vois. D'Artagnan, petit point live. Le grand problème est le réchauffement climatique. La grande violence, c'est les dégâts climatiques qui nous attendent. Alors ça, on est complètement d'accord. Hein. Franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que pour moi, la violence, c'est une réponse certes rapide, mais qui n'est pas efficace. Alors que, par exemple, si on passe par l'éducation ou la connaissance, justement, l'apport de connaissances aux populations qui n'ont pas forcément conscience en fait, du changement climatique, on oublie aussi qu'en France, il y a énormément de monde qui sont dans le déni, en fait. C'est ça aussi le problème. Et c'est pour ça que les votes écologiques, etc., atteignent moins de votes que ça, parce que, justement, il y a cette partie de la population qui n'a pas conscience. Et voilà, pour moi, vaut mieux privilégier une réponse efficace, certes peu rapide, même si on est clairement dans l'urgence aujourd'hui, hein, mais là, l'enjeu est tel qu'il faut vraiment réussir à avoir une réponse efficace sur ce terrain-là. Camille, une réaction à ce que... Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Capucine, et je vais rajouter même que c'est pas au changement climatique de demain, mais c'est au changement climatique d'aujourd'hui, parce que le changement climatique, il a déjà commencé, il a déjà été effectué. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau climatique sur les inondations, ça vient pas du ciel, hein, c'est directement issu du changement climatique et de toutes les négligences humaines. Et justement, médiatiquement, ce qui est fou ça aussi, c'est que les médias eux-mêmes ne semblent pas sensibiliser à ces questions-là. Par exemple, dis-moi. J'ai un petit chiffre pour ça, justement, pour rebondir. Est-ce que vous savez la part de climat dans les médias en pourcentage ? Enfin, la part de moments où on évoque le climat. Non, mais tu vas nous apporter la réponse. Absolument, mais est-ce que vous avez une petite réponse comme ça Je crois que c'est un 5 à 10%, non ? Ou même moins, 3%. Et Allez. c'est un 7%. 7%. Mais ça prouve à quel point c'est problématique, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le... en tout cas, c'est le premier sujet d'actualité en 2024. Hein, en tout cas, en étudiant les rapports du GIEC, etc., on se rend compte que c'est maintenant qu'il faut agir. Mais je te laisse continuer. Je vais dire pourquoi c'est encore plus dérangeant. C'est que, sans rentrer dans une forme de complotisme ou ce qu'on peut dire, hein, mais c'est que, par exemple, pendant les élections 2022, on voit que, on va dire classiquement que les mouvements ou les visions politiques qui sont le plus hostiles au réveil climatique, au réveil écologique, c'est la droite et l'extrême droite. Et on voyait qu'en 2022, pendant les élections présidentielles, du moins, qu'il y avait 78% de l'antenne de CNews qui était consacrée à des invités de droite et d'extrême droite. Et donc on voit aussi qu'il y a aussi une orientation des sujets politiques. Et donc pour faire un lien avec avec ton chiffre que tu viens de donner, qui est très pertinent, c'est aussi ça, c'est que, je ne vais pas dire qu'il y a une forme de complicité, mais en tout cas il y a une forme de responsabilité. Où à force de passer toujours des mêmes idées nauséabondes sur en tout cas le sujet climatique et écologique, on avancera moins rapidement en tout cas. Mais tu vois, dans ce que tu viens de dire, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi en fait le climat est politisé. C'est-à-dire pourquoi c'est que des invités de gauche qui parlent du climat et pas de la droite et l'extrême droite. Enfin, je sais pas si c'est un peu une question rhétorique, mais pour moi le climat est tellement un enjeu communautaire et unitaire que ça devrait pas être politisé tout simplement. Je vais dire pourquoi. Je pense, et pas parce que à gauche ça ne dérange pas forcément, parce qu'il peut y avoir des exceptions. En tout cas à droite, ça dérange quand on touche au portefeuille. Et comme je disais tout à l'heure un peu en off avec vos camarades, par rapport au sujet climatique et écologique, il faut remettre en cause tout ce qui est la question économique, tout ce qui est la logique de profit ou super profit. Et tous ces sujets-là, avec des lobbying qui sont du côté de la droite, ils sont contre ça. Et je pense que c'est par rapport à ça, c'est dans le sens où on veut pas qu'on touche à notre argent, parce qu'il y a toujours un peu ce clivage-là, fin du monde, fin du mois. En tout cas, le Parti socialiste l'a bien compris, c'est que c'est le même combat. Ouais. C'est-à-dire que si surtout le changement climatique et le changement écologique, c'est les plus pauvres qui vont d'abord le subir, et pas les plus riches. Là, c'est un peu mon côté juriste qui rentre en jeu, mais on voit qu'au niveau de la fiscalité environnementale, c'est que 0,5% des plus riches qui changent de comportement au niveau incitatif et dissuasif. C'est qu'on voit que eux, ils peuvent payer, eux, ils s'en fichent.
C'est-à-dire que, ils s'en foutent du moins. C'est que ils s'en foutent du changement. Tant qu'ils ont toujours cette logique de profit, etc. Voilà. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Ouais. Mais dans ce que tu viens de dire aussi, il y a un autre truc qui m'interpelle, c'est en fait, souvent par exemple, pourquoi c'est que justement les populations aisées qui peuvent acheter du bio, par exemple. En fait, pour moi, la lutte écologique, elle est compliquée à aborder, notamment parce que pour avoir une conscience écologique, etc., il faudrait être assez riche pour pouvoir choisir l'option écologique. Typiquement, je sais pas si c'est très clair mon propos, mais en tout cas, par exemple, typiquement, aujourd'hui, pour aller dans une ville européenne, à Berlin, tu payes 3 fois moins cher ton avion que ton train. Et c'est pas normal parce qu'aujourd'hui, pourquoi le train, ça devrait être plus subventionné, etc., pour justement que l'avion soit la dernière option, en fait. Et c'est vraiment ce truc de moins tu veux polluer, plus tu dois payer. Et du coup, c'est ça aussi qui est compliqué dans ce débat-là, c'est que il y a vraiment une priorité à revoir sur ça, mais oui, la lutte écologique est liée à la lutte économique, bien sûr. C'est parce que la lutte écologique, du moins la volonté incitative de vouloir changer les consciences ou même les comportements, elle se heurte aussi à un principe, au niveau juridique du moins, c'est l'égalité devant la loi fiscale et l'égalité devant la charge publique. Et par rapport à ça, il y a une différence, c'est-à-dire que dans l'égalité devant la loi fiscale et la charge publique, c'est en fonction de tu gagnes combien, etc., ou tu peux contribuer de combien. Ça, on est tous d'accord, c'est sur la progressivité de l'impôt, etc. Sur le principe d'égalité environnementale, là c'est différent, c'est juste celui qui pollue le plus va payer le plus. Et ceux qui polluent le plus, généralement, qui vont charger le plus qui vont avoir le plus de choses à payer, c'est les plus pauvres. Parce qu'il y a aussi cette notion, comme tu l'as dit, ces notions en droit fiscal environnemental, de prisonnier énergétique et prisonnier environnemental. C'est-à-dire écologique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez pour pouvoir changer de pouvoir changer de comportement par rapport à ce que le gouvernement veut inciter à changer. Mais en même temps, ils se font imposer à la mort, quoi. On peut me permettre l'expression. Donc c'est ça aussi, ces questions-là. Et voilà, les plus riches, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ah, ça, vaste thématique. Hein. Je vais me faire un petit peu, pas l'avocat du diable, mais poser une question quelque peu utopique. Oui, je te soutiens dans cette question un petit peu utopique. Finalement, comment on fait pour raisonner les plus radicaux ? Parce qu'il y en a vraiment, ils sont sur la question de la violence, ils sont radicales. C'est-à-dire que c'est le seul moyen d'action et on en démord point. Comment on fait pour les raisonner quelque peu ? Est-ce que vous avez vraiment des propositions concrètes ? Comment on amène la chose ? Comment on fait vivre le truc, quoi ? Est-ce que Camille, toi, à travers ton parti ou peut-être à travers tout simplement ta position personnelle, est-ce que tu as là-dessus un avis, des propositions ? Je pense si j'avais quelqu'un d'assez radical sur ce sujet, je lui demanderais déjà simplement, je crois qu'il a été radical sur ça, est-ce qu'il peut me dire, du début jusqu'à maintenant, comment on a avancé en étant radical ? Est-ce que ça a vraiment fait avancer les choses ? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait évoluer et émerger une conscience qui a été plutôt à l'opposé de ce qu'il veut défendre. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a une violence, et ça je le disais, c'est que tous les extrêmes, peu importe la cause, c'est mauvais. Parce que ça hystérise les débats et les sujets, et après, ça fait que quand c'est trop frontal, il n'y a pas d'avancement de débat. Il n'y a pas d'avancement de débat, et donc c'est ça en fait, c'est que si vraiment on veut faire avancer les choses, c'est pas en étant dans la radicalité pure et dure. Parce qu'après, il y a différents types de radicalité. Moi, la radicalité, je ne le vois pas comme quelque chose... c'est pas un mot obscène. Karl Marx, d'ailleurs, disait que la radicalité, c'est prendre le problème à la racine. On peut être radical à cette condition-là. Mais si c'est une radicalité... on peut parler violente, bien sûr. Là, non, ouais. Là, on verra qu'il n'y a pas d'avancement, en tout cas, qui a été fait. Capucine. Moi, si j'avais un radical en face de moi, je pense que je lui parlerais de la théorie du point de bascule. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. C'est l'idée qu'en fait, à partir d'un certain pourcentage de population qui est alerte au sujet climatique, on puisse justement faire pencher la balance politique en faveur de la cause recherchée. Et
là, le fait est que, comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure, la violence ne convainc pas forcément les gens et justement donne une image connotée négative à cette lutte-là. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et oui, alors que si on essaye de faire justement et d'acter pour justement plutôt convaincre plutôt que de terroriser, je pense que c'est un terrain d'action beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent, surtout pour la lutte écologique qui est, comme on l'a dit, unitaire et commune. Dans le live, n'hésitez pas à proposez-nous. Si vous aviez un radical, mais vraiment un radical en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Et on prendra tout à l'heure avec D'Artagnan les meilleures punchlines, les meilleures répliques, les meilleures réponses. Finalement, est-ce que vous y croyez vraiment? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas utopiste dans les propositions que vous nous portez? Est-ce que vraiment ça peut... Parce que il y a forme de rêve, voilà, dans un monde parfait, vous dites ça, effectivement, et la personne peut être raisonnée. Mais est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que la personne en face de vous, mais un radical, peut vraiment être dans la bascule après ce que vous pourriez lui dire? Moi, je pense, oui, c'est même le sens de tout mon engagement. À partir du moment où, là, je prends mon cas, si je m'engage dans un parti, ou si je m'engage dans des causes, ou si je m'engage au niveau associatif, c'est parce que je le crois. Il y a un adage qui dit je l'espère parce que je le crois, et je le crois parce que je l'espère. C'est le but aussi. C'est d'aller au bout de ses convictions. Et non, oui, si même aussi je suis ici, ça c'est pour dire que ouais, c'est tout à fait possible. Possible, mais il faut agir maintenant, quoi. Capucine? Pour moi, c'est pas du tout utopiste. Enfin, vraiment, tout passe par la sensibilisation aux enjeux, clairement, on le répète depuis tout à l'heure, mais éduquer, c'est clairement la clé. Pas en passant par l'éco-anxiété, etc., parce que je pense que c'est pas forcément constructif, mais plutôt essayer de se tourner vers les solutions en disant, ok, la violence, c'est pas utile. Qu'est-ce qui peut marcher, en fait? Comment on s'adapte, en fait, au changement climatique aussi? Si on n'arrive pas à le freiner, comment on fait pour trouver des solutions pour s'adapter, ouais. Par rapport je reviens tout à l'heure par rapport aux médias, ce que tu disais, et à la proportion. Est-ce que finalement, l'Arcom, celui qui régit les médias, ne devrait pas imposer à chaque chaîne généraliste un temps d'antenne par jour lié justement à cette question climatique? On sait que France Télévisions, par exemple, dans sa météo, inclut aujourd'hui une notion de climat, météo-climat, effectivement, il y a une sensibilisation là-dessus. Est-ce que chaque chaîne n'aurait pas... comme une imposition, un temps d'antenne, parce que finalement c'est notre avenir, je veux dire, le dérèglement climatique, ses impacts, ça va toucher nos générations futures comme jamais. C'est un événement qui va vraiment être... C'est affolant, quoi. Il y a même pas de mots, je veux dire, et il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, et il y a beaucoup de programmes politiques qui ne s'en rendent pas compte encore aujourd'hui. Est-ce que finalement on ne devrait pas aussi imposer, essayer de... pour amener en tout cas une voix... Je pense que l'imposer, je suis pas sûr que ce soit possible, dans le sens où il y a quand même une liberté d'antenne, une liberté de la presse, où là ça peut être compliqué. Après, en tout cas, imposer dans les sujets ou dans les débats, dans les différentes chaînes de télévision ou dans les médias plus généralement, ce serait plutôt intéressant quand il y a des débats au niveau des échéances politiques, au niveau des élections. On a toujours des sujets économiques, sécuritaires, migrationnistes, etc. D'avoir une plus large partie sur la question écologique et climatique, où là, il y a quand même pas mal de personnes aussi qui regardent ce genre de sujets. Et après, pour revenir un peu sur ce que disait Capucine, je suis d'accord également qu'au-delà de ça, au-delà de s'informer à travers la télé, finalement, c'est plutôt intéressant de s'informer à travers l'éducation, à travers les programmes, à travers tout ça. En tout cas, moi, je me souviens pas, durant ma scolarité au secondaire, par exemple, d'avoir eu vraiment de sensibilisation à l'écologie ou au climat. Il n'y a pas eu vraiment de choses qui me sautent à la tête, là, directement. Dans l'éducation, ça pêche, donc. C'est ça. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose à faire là-dedans, où, oui, sensibiliser, surtout dès le plus jeune âge, où là, ça ferait quelque chose. Après, ce ne sera pas dans une idée de formatage, mais en tout cas de sensibilisation et d'interrogation. Après, tu peux être pour ou contre, pourquoi pas, ça c'est le but de la démocratie du débat. Mais en tout cas, de s'interroger, et là, je pense que ce sera déjà pas mal.
Capucine. Alors déjà, pour répondre à la question de base, c'est-à-dire Initiale, ouais. donc le temps d'écran, enfin pour moi je rejoins un peu ton propos dans le sens où on peut pas l'imposer, mais je pense que ça viendra tout seul finalement, parce que rien que là on voit l'augmentation des événements climatiques exceptionnels, etc. qui met ça au goût du jour aussi dans les médias, parce que forcément on en parle dès qu'il y a des inondations, des problèmes dans les nappes phréatiques, etc. Mais c'était hyper intéressant aussi ce que tu disais sur l'éducation. Et franchement, je te rejoins complètement sur ce propos-là. Pour moi, il faut totalement revoir le programme scolaire, en fait, mais même dès la primaire. Parce qu'on n'aborde pas assez, en fait, ces sujets-là, surtout, comme on disait, cette nouvelle génération-là qui va être aux premières lignes de ça. Et pour moi, il faut vraiment les préparer dès le plus jeune âge. Et aussi, finalement, éduquer les enfants, c'est aussi éduquer un peu les parents. Il ne faut pas l'oublier parce que ça a forcément un impact sur la génération d'avant. Donc, c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus important, je pense, que pour avoir les bonnes bases de connaissances, pour avoir et former un discours plausible et trouver des solutions intéressantes. Toi, dans ton master, par exemple, on est, j'imagine, extrêmement formé à ces questions-là. Et comment ça se passe sur le terrain ? Est-ce qu'il y a au niveau des activités que tu pratiques ? Alors, du coup, mon master, il est plus axé biodiversité. Donc, c'est aussi, faut pas oublier, hein, c'est clairement un sujet qui est lié au changement climatique, parce que l'érosion de la biodiversité est vecteur du changement climatique et inversement. Mais non, sur le terrain, on se rend compte clairement au niveau de biodiversité que l'érosion est très très rapide, vraiment, et les mesures de protection ne sont pas suffisantes sur les espèces, qu'elles soient françaises, etc. Et oui, que dire, à part que l'artificialisation est problématique, qu'en fait, il faudrait vraiment revoir toute notre façon d'imaginer la vie et la ville. Mais ça, encore une fois, ça passe par une nouvelle génération qui est à même et à même de comprendre en fait ces enjeux-là. Et... Pour vous, le gouvernement ne va clairement pas assez loin sur la c'est- question écologique, j'entends. Alors pour moi, le levier politique, il est hyper important. Clairement, si t'as pas le levier politique, je pense pas qu'on pourra aller plus loin que d'autres. Après, le levier politique est lui-même régi par le levier de la population qui vote. Donc en fait, tout est un peu lié. Mais pour l'instant, en tout cas, il va pas assez loin hein, dans les mesures de protection, etc. C'est impressionnant à quel point ça, c'est vraiment pas suffisant du tout, vraiment. Oui, parce que finalement, l'inaction climatique, et ça rejoint diverses thématiques de la société. Si un gouvernement n'agit pas assez sur cette question-là, il y a des franges de la population qui sont sujets à ces questions, qui sont, c'est un thème chevillé au corps, et qui finalement vont être tellement révulsés que le seul moyen d'expression aussi va être pour eux, en tout cas ils vont le considérer comme ça, la violence. Parce que aucune autre voie ne leur est proposée. Ils ont essayé toutes les voies, parce que c'est ça aussi. Parce qu'on fait beaucoup de propositions ce soir, mais toutes les voies finalement qu'on édicte ont peut-être été proposées par le passé. Et finalement, ça n'a pas conduit à un résultat probant. Donc, je me fais l'avocat du diable sur cette question-là, mais c'est vrai que pour certaines personnes qui sont vraiment très radicales, ils considèrent que la violence est vraiment le seul... D'où le fait de l'éducation. Je trouve qu'effectivement, il y a un sujet à creuser là-dessus sur l'éducation, parce que ça passe par les plus petits. C'est les plus petits qui sont la génération finalement de demain, et c'est eux qui vont construire notre avenir. Mais finalement, n'est-il pas déjà trop tard Alors trop tard, si finalement on se dit trop tard... Non, parce que dans les médias, ça revient. Oui. Dans les médias, on le dit de plus en plus, mine de rien. Au début, on disait attention, c'est bientôt leur H arrive. Et maintenant, de plus en plus de médias disent finalement, c'est déjà trop tard. Et le but maintenant, c'est de sauver les meubles. On peut dire sauver les meubles, mais en tout cas, trop tard, je pense que c'est trop fataliste. Il ne faut pas être dans cette logique-là si on parle de sujets climatiques et écologiques. Mais comme je disais, pour les plus jeunes, je pense que ça passe par l'éducation, en effet. Et pour les plus vieux, finalement, les adultes, moi, je pense honnêtement que c'est dans un système capitaliste et libéral dans lequel nous vivons, ça passe par le portefeuille, et je pense qu'il faut passer par la fiscalité environnementale, dans le sens où il y a des exemples qui montrent que ça a été efficace. Je peux citer l'exemple en Irlande, où il y a eu une taxe sur l'utilisation des sachets plastiques. Ils ont appelé ça la place tax.
Et en un an, on a vu que c'était 15 centimes d'euros en plus sur les sachets plastiques. On a vu qu'en un an, 90% des sachets plastiques n'ont plus été utilisés. Et donc, on a vu qu'il y a eu en un an, on a eu un changement des comportements qui a été assez révélateur. Et c'est super intéressant dans le sens où je pense que c'est sur ce levier-là qui est le plus important. Parce que c'est ça réellement qui fait changer les choses. C'est tout ce qui est économique. Capucine, une réaction? Oui, alors moi je pense qu'on oublie trop souvent que les luttes elles se font pas en un jour et elles se remportent pas en un jour. On peut parler de tous les événements historiques français, etc., en fait, qui se découlent sur des années. Et il faut savoir que l'enjeu et l'urgence écologique, alors elle date pas d'hier, mais elle est présente dans la politique et dans les médias, etc., que depuis récemment. Et même elle est présente dans l'imaginaire des gens que depuis récemment. Donc forcément, ça met du temps avant d'acquérir justement ce point de bascule dont on parlait tout à l'heure. Après, je pense pas qu'il faille être trop fataliste. Oui, trop fataliste, mais c'est pas exactement le mot que je cherchais. Ah mais... bon, loupé. Bon, j'avais une chance sur deux, j'ai péché. Mais en tout cas, voilà, il faut pas perdre espoir. Et pour moi, c'est que le début de cette lutte-là qui... On a l'impression qu'elle avance pas, mais en fait, les avancées sont énormes, même si l'urgence est aussi énorme. Donc ça nous encourage à faire encore plus vite, etc. Mais c'est pas parce qu'on doit faire vite qu'on doit faire par la violence et par d'autres moyens d'action qui sont en fait peu pertinents parce qu'ils sont pas durables dans le temps. Donc en vrai, pour implanter un vrai changement, il faut que ça passe par des pratiques durables et de l'instauration Au début, il y aura beaucoup de contestations, etc. Mais comme tout, en fait. Et finalement, au fil du temps, ça va s'amenuire. Mais il faut être patient, je pense, dans cette lutte qui est une urgence. Mais soyons patients, c'est important. Le débat se nourrit ici, sur ce plateau, mais se nourrit également dans le live. Petit point, ça réagit beaucoup, me dit-on. Énormément. Peux-tu, D'Artagnan, nous faire un petit florilège de ce qui se dit sur ce live avec beaucoup de réactions et un débat très nourri également. Déjà là, j'ai une réaction. Donc c'est que ce soit en combattant avec la violence ou en faisant de l'écologie politique, l'urgence climatique ne sera pas prise au sérieux. D'autant plus que les gens ne veulent et ne voudront pas sortir de leur petit confort. Donc voilà, là il y a une des réactions. Après, il y a vraiment beaucoup de réactions entre eux et vraiment ça débat très très fort. Alors, la zone de confort, oui, mais en fait, les gens ne vont pas sortir de leur zone de confort jusqu'à ce qu'ils y soient obligés. Et franchement, c'est pas nous qui allons les y obliger, mais vraiment le changement climatique par lui-même. Donc, au bout d'un moment, en fait, soit on accepte de changer et on veut changer avant on essaie de s'adapter avant que la vague nous emporte un peu, soit le temps nous obligera à changer, hein, dans tous les cas. Donc... Camille, une réaction Oui, c'est vrai que c'est tout le nœud du problème. C'est sortir de sa zone de confort. Est-ce que je dois changer de comportement? Est-ce que c'est le temps que je change de comportement? Mais ok, je le fais, mais est-ce que les autres vont le faire aussi? C'est tout ce problème-là qui nourrit le sujet. C'est-à-dire que si vraiment tout le monde était d'accord, était open pour changer pour partir de sa zone de confort, je pense que le problème climatique et écologique il serait bien avancé depuis des années. Donc sur ça, c'est toujours un peu la même rengaine. C'est, comme j'ai dit, des mesures incitatives, que ce soit au niveau fiscal, au niveau législatif, etc. Et également, du coup, aussi au niveau éducatif, pédagogique et donc de sensibiliser vraiment là sur toutes sortes de causes. Il y a par exemple des parents qui sont au courant que faut qu'ils changent réellement parce que leurs enfants ils vont vivre la terre sera dans un état déplorable, mais il y en a d'autres qui vivent vraiment à court terme et se disent je veux pas changer, mais c'est sur ça, c'est tout le problème. Et par rapport, on regarde beaucoup le prisme de la France finalement, mais à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes intéressé aussi quelle perception on a finalement? Parce que finalement, c'est notre planète qui est en jeu, donc on ne fait qu'un, donc quand la perception dans les autres pays, comment est-elle ressentie finalement?
Alors déjà au niveau européen, hein, Ouais. il y a une conscience qui est quand même assez grande. Après, il faut rappeler aussi que c'est les pays occidentaux qui polluent le plus et qui émettent le plus de gaz à effet de serre, donc c'est normal qu'on soit dans cet enjeu-là, parce qu'en fait c'est nous qui produisons un peu ça, quoi. Mais donc l'Europe, ouais, ça avance bien, mais les États-Unis, par contre, bon, surtout si Trump revient au pouvoir, là, c'est un peu problématique quand même. Mais on va voir. Mais au niveau européen, en tout cas, déjà, c'est bien, ça avance bien. À voir l'élection européenne, ce que ça change. Mais... Alors ouais, au niveau européen, bah, il y a des choses qui sont entreprises. Avec le Green New Deal ou l'objectif Fit to 55, où justement là, c'est le but de 1990 à 2030, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des choses qui sont faites et entreprises. Après, c'est toujours la même question aussi. Est-ce que ça sera respecté ? Est-ce que tous les objectifs seront respectés ? 2030, c'est demain. On est en 2024. C'est dans 6 ans. C'est très très rapide. 6 ans. Donc voilà, c'est à voir de comment ça avance. Et comme Capucine l'a dit, justement, les élections européennes là vont être assez intéressantes et ont un fort enjeu au niveau de ce sujet-là. Après, au niveau international, moi je pense qu'il y a toujours du mal à avancer. On a vu que la dernière COP... le président de la COP, c'est un mania du pétrole. Bah, on se dit à Dubaï. On peut se dire pourquoi pas. On peut se dire pourquoi pas parce que c'est un mania du pétrole, etc. Mais c'est ahurissant, quoi. Enfin, on peut pas. Ouais, c'est pas possible. C'est comme si. Enfin, non, je n'ai même pas d'exemple. Donc, c'est au niveau là de cette hypocrisie-là, entre guillemets, générale, où on ne va pas forcément avancer. Ou aussi, comme tu l'as dit également, on ne peut pas dire également, au niveau occidental, nous, il faut qu'on réduise, etc., nos émissions de gaz à effet de serre, c'est rien. Mais vous, les pays du Sud, continuez, c'est bon pour la croissance. Non, il y a aussi cet enjeu-là. On peut pas rester dans ce système-là. Et je pense que la plupart des pays n'ont pas compris encore. Ouais. Non, mais c'est... Vas-y. Bah, clairement, la COP, oui, comme tu dis, c'est très superficiel. Et là, à voir aussi ce qui est ressorti de la dernière COP, honnêtement, pas grand-chose. Mais... Il en reste quoi d'ailleurs de la COP de Paris ? COP 21, il en reste quoi de cette promesse de... Bah, il me semble que ça n'a pas bougé des masses. Et par rapport à l'objectif d'être en dessous des 2 degrés ou 2 degrés et demi, je sais plus. Ma mémoire fait défaut peut-être. Mais voilà, tous les experts et tous les indicateurs montrent également que ça risque d'être compliqué à atteindre. J'écoutais récemment à Jean-Marc Jancovici qui disait également que c'est bien sur la forme, que c'était un bon enjeu, mais il y a aussi les aléas politiques qui ont fait que ça n'a pas avancé. Et il y a aussi cette question-là de est-ce qu'au-delà des aléas politiques, il faut garder un cap ? Parce qu'il y a aussi ce sujet-là où, en fonction des échéances politiques, il y a une certaine forme de myopie environnementale où on ne peut pas se projeter au-delà de, en fonction des échéances, donc 5 ans pour les présidentielles en France, 4 ans aux États-Unis, on ne peut pas se projeter. Or, comme tu l'as dit, Capucine, c'est sur le long terme où il y a les résultats. Et avec tout ça, on peut pas se projeter vraiment sur le long terme. Ouais, c'est vrai que c'est un aspect que j'avais pas du tout, en fait. Et c'est hyper intéressant. Ça prouve vraiment qu'il faut réussir à faire des politiques à long terme, en fait, et instaurer limite un groupe un peu comme le GIEC, hein, mais plus politique et plus fort, en fait, qui reste ancré des années pour avoir vraiment une visibilité sur le changement opéré, quoi. Et sur la question de la violence, on en parle beaucoup ici par rapport au prisme français également, donc, hein, prisme. Mais est-ce que vous êtes intéressé aussi à l'échelle européenne, internationale ? Comment on réagit par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont voilà, plutôt pacifistes, d'autres plutôt violents ? Comment, voilà. Je sais qu'il y avait un peu quelque chose d'un peu similaire. Je crois que c'était en Angleterre où il y avait eu des militants aussi écologiques qui avaient aspergé de je sais plus quoi un tableau de Van Gogh. Et là, pareil, ça a été perçu par le public de manière défavorable. Et là aussi, ça n'a pas fait avancer le sujet, ça n'a pas fait avancer le débat. Et pareil, en fait, c'est que je pense que tout ce genre d'actions sont assez généralisées même au niveau européen, mais ça n'a pas avancé non plus. Il n'y a pas d'avancement et ça crée un effet inverse où on essaye de cacher ce sujet. Non, je rejoins l'avis de Camille sur ce sujet-là. Bien. On va donc passer maintenant à la toute dernière partie de cette émission.
C'est l'heure du dans le vif. Le stress monte là, je sens que on se détend. Pour toi, Capucine, la caméra est ici. Pour toi, Camille, la caméra est ici. 1 minute. 1 minute, pas une de J'ai plus. droit à mes Top notes. chrono. Évidemment. Ah, Bah évidemment. bon, ça Bah va. oui, comme on est cool ici, on est équipe cool. On est équipe cool. 1 minute, pas une de plus. Top chrono pour répondre à une question que je vais vous poser. Question qui sera, enfin, réponse, qui sera soumise au vote des viewers. Et donc nous élirons le tribun de la semaine grâce à vos réponses. Donc soyez pertinents et soyez convaincants. Hein, Capucine, ne t'inquiète pas, c'est pas parce qu'il a fait des concours d'éloquence que tu n'as pas ta chance. Il a un peu plus d'avance quand même. Non, sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais. Hein. On va donc commencer par Camille, tu vois, avant, comme ça toi tu pourras Allez. rebondir, Comme essayer ça, de je vais voir. stresser pendant ce temps, super. Ouais. Non, mais tu vas pouvoir peut-être jouer sur... Mais oui. La le question est la suivante. Si vous étiez une ou un chef d'État, quelle serait la première mesure que vous prendriez pour faire face à l'urgence climatique et pourquoi? Camille, c'est à toi. Alors la première mesure, je pense que je prendrais, ça peut paraître assez exotique par rapport au sujet auquel nous sommes confrontés, mais c'est de refonder toute notre République, c'est-à-dire d'avoir un changement de République et un changement de système aussi économique, parce que sinon c'est pas possible. En fait, selon moi, on peut pas avancer dans le système dans lequel nous sommes actuellement et lutter contre le réchauffement climatique et lutter pour l'écologie et pour le changement climatique, enfin contre le changement climatique, pardon. C'est tout ça. Et à travers ce changement-là de République et de système, aller vers un système soit de décroissance, soit de croissance contrôlée, mais qui, dans tous les cas, ne soit pas dans une logique finalement de profit, et donc du coup dans une logique de protection environnement. Et donc à travers ça, plus concrètement, c'est d'axer la politique sur des politiques de sécurité environnementale. J'en ai beaucoup parlé là, dans le débat, mais ce que je vois, c'est que aujourd'hui, dans un système capitaliste, tout passe par l'argent. Et donc finalement, c'est de inciter ou dissuader à travers des taxations, à travers des impositions, et donc légiférer sur le sujet. Et ça passe par les taxes pigouviennes, qu'on peut parler de taxes où on se rapproche du système pollueur-payeur. Et à travers ça, aussi avoir un... comment dire secondes. Ok. D'adapter ça en fonction des plus riches ou des plus pauvres, parce que faut pas que ce soit les plus pauvres qui subissent, mais que ce soit proportionnel, et surtout taxer plus les riches concernant la justice climatique et sociale. C'était un petit peu plus long mais intéressant, donc Merci on avait beaucoup. du mal à le couper pour le coup. Mais oui, c'est ça aussi, force de proposition. Capucine, tu as le droit à un petit peu de rap du coup. Je t'en prie. Ok. Alors, ça commence là? Ah oui, ça top Ok, chrono. ok, excusez-moi. Alors, je pense que Oui. la première mesure que je prendrais pour limiter les changements climatiques, c'est que en fait, je m'axerais sur le secteur de transport, qui est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, en tout cas en Europe. Et pour ce faire, je retirerai les taxes des péages ferroviaires tout en subventionnant et en finançant ce mode de transport qui est plus écologique. Et pour compenser, taxer davantage le kérosène, donc des avions, etc. Et ensuite, car je n'aime pas donner qu'une seule mesure, vraiment, je vais le redire, mais l'éducation, c'est vraiment hyper important. Donc, vraiment éduquer la nouvelle génération à ces enjeux-là, tout en développant des cours sur le climat et la biodiversité, etc. Réfléchir aussi à une autre stratégie économique pour éviter que le lobbyisme et des commerciaux et des... Voilà, et je pense que je n'ai plus d'arguments avant la fin des dernières minutes. Mais très bien, tout aussi pertinent. Mais les seuls juges sont les viewers. À vos votes, D'Artagnan, c'est parti, les votes sont lancés. Pendant ce temps-là, je tiens à vous remercier, Camille, Capucine, Merci à d'avoir toi, Loïc, en tout participé cas. à ce débat. Merci à toute l'équipe de Tribun qui m'accompagne Merci, ouais. comme chaque semaine. Merci à vous, les viewers, d'avoir pu participer aussi à ce débat à travers le live et la chaleur du live. Émission après émission, votre fidélité nous honore et nous fait extrêmement plaisir, évidemment. On se retrouve mercredi prochain
mercredi prochain, même lieu, même heure, autour de la question brûlante des agriculteurs, avec cette question centrale, quel avenir pour l'agriculture française? Prenons le temps de nous poser pour apporter une vision sur le long terme, comme on l'a fait ce soir. Cher D'Artagnan, est-ce que les votes ont été comptabilisés? On attend encore quelques On attend encore quelques instants. Allez. Vos réactions par rapport à ce débat? Est-ce que... Non, c'était bien, c'est cool. Et puis, comme je disais dans le débat, c'est ça qui, moi, je pense, qui fait avancer les choses. Ouais. C'est quand on s'informe mutuellement et on s'éduque aussi mutuellement. Bien sûr. On se donne des informations. En tout cas, je vous remercie parce que c'est des choses qui sont importantes. Et je sais aussi que c'est pas facile de mener des projets associatifs pendant qu'on est dans les études. J'en ai fait quelques-unes. Moi, je pense que c'est ça qui fait avancer le débat, qui fait avancer les choses. Et voilà, faut pas qu'on oublie aussi que les acteurs d'aujourd'hui et de demain, c'est nous. Donc, super. C'est beau. Et non, moi aussi, je suis très contente d'avoir participé à ce débat avec vous. Et je trouvais, Camille, qu'on avait on était un peu complémentaires sur les arguments qu'on posait, parce que toi, tu avais plus l'accès politique et moi, plus l'aspect écologique pur. Mais c'était très intéressant, en tout cas. Mais finalement, c'est la complémentarité qui fait l'efficacité. Exactement, mais c'est justement échanger les idées pour réussir à pas se compléter. Forcément être dans la contradiction pure et dure à chaque fois. C'est ça qui fait le débat. Là, surtout sur ce débat-là, c'était pas forcément Et même dans le live, intéressant. j'ai pu voir quelques extraits, c'était très intéressant et c'est un débat très constructif. Je regarderai le live. Et avec grand plaisir. D'Artagnan, annonce-nous le vainqueur de ce soir. Roulement de tambour. Oula. Oh. Ça va être une première dans l'émission, donc je viens de fermer les votes et on est à 50% pour Capucine et donc 50% pour... Oh, et vous avez gagné tous les deux. Wow, voilà. Bravo. Vous êtes nos deux écrivains de la semaine, on peut les applaudir très fort. Ouais, c'est la première fois que ça arrive. Ah, comme quoi c'est complémentaire. Et voilà, c'est ce que je disais. On est en raccord avec, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.